Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir. Ici, nous plongeons dans le passé pour que vous puissiez vous endormir facilement et de manière bénéfique. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu tout de suite, car à la fin de la lecture, vous serez profondément endormi. Fermez les yeux, l'histoire commence déjà. Lorsque Georges Martin a commencé à écrire Le trône de fer, il voulait s'éloigner des intrigues féeriques habituelles où le bien triomphe toujours du mal. Il a décidé de se tourner vers l'histoire réelle, car c'est dans celle-ci qu'il y a tant de drames, de rebondissements inattendus et de tragédies choquantes que parfois aucune fiction ne peut rivaliser. Martin s'est inspiré de la guerre des roses, des complots médiévaux et des tragédies, car il voulait créer un monde où les gens agissent de manière réaliste, commettent des erreurs, trahissent et luttent pour le pouvoir. L'histoire a permis à Martin de rendre les intrigues profondes et convaincantes, de montrer les héros comme étant réels, ambigus et proches de chaque spectateur. En effet, les événements réels sont bien plus éclatants et dramatiques que n'importe quelle fantaisie. C'est pourquoi, en regardant Le trône de fer, nous croyons si fortement à ce qui se passe et nous nous soucions du sort de ces héros. Georges Martin a choisi la guerre des roses comme source d'inspiration centrale pour sa saga épique, non pas par hasard. En effet, la véritable histoire qui s'est déroulée en Angleterre au XVe siècle s'est révélée si vive, dramatique et remplie d'intrigues cruelles que, selon les mots de l'écrivain lui-même, aucune intrigue fantastique ne pourrait rivaliser avec elle en termes de tension et d'intensité émotionnelle. Ainsi, transportons-nous en Angleterre, au milieu du XVe siècle, une époque où le trône était occupé par le roi Henri VI de la dynastie des Lancastre. Henri était un homme extrêmement religieux, doux et compatissant, mais il ne correspondait absolument pas à l'image d'un dirigeant fort et déterminé dont le pays avait besoin. Il sombrait périodiquement dans des accès de folie et de dépression, ce qui le rendait encore moins capable de gouverner l'État en temps de crise. Son entourage, composé d'aristocrates riches et de familles influentes, comprit rapidement que la faiblesse du roi leur offrait d'énormes opportunités pour accroître leur propre influence et pouvoir. Le concurrent le plus fort et ambitieux de la maison royale des Lancastre était la maison des York. Elle était dirigée par Richard, duc d'York, un homme charismatique, courageux et qui, selon ses partisans, avait des droits plus légitimes sur le trône que le roi Henri. Le duc d'York appartenait à l'ancienne lignée royale des Plantagenets et croyait qu'il devait ramener la couronne à sa maison. La maison des York était symbolisée par la rose blanche, tandis que les Lancastre étaient représentés par la rose écarlate. En 1455, la tension politique et la lutte constante pour le pouvoir entre les deux maisons atteignirent un point critique et se traduisirent pour la première fois par une bataille ouverte à Saint-Alban. Dans ce conflit, les troupes du duc d'York remportèrent la victoire et le roi Henri VI fut fait prisonnier. Bien que le roi ait formellement conservé son trône, le pouvoir réel passa entre les mains des York. Cet événement marqua le début d'une longue et sanglante guerre civile qui couvrit toute l'Angleterre et qui fut par la suite appelée la guerre des roses écarlates et blanches. Chaque année, le conflit devenait de plus en plus acharné. Les batailles se succédaient les unes aux autres. Les villes et les châteaux changeaient constamment de propriétaires. L'aristocratie et même les gens ordinaires se divisaient en deux camps, et même des proches parents pouvaient se retrouver de part et d'autre des barricades. Les trahisons massives et les intrigues devenaient la norme de la vie.
La guerre a tellement divisé la société que les gens commençaient à voir des ennemis même parmi leurs amis et alliés les plus proches. En 1460, le duc Richard d'York périt lors de la bataille de Wakefield. Mais cela ne mit pas fin à la guerre. Au contraire, elle devint encore plus sanglante. Son fils, le jeune et ambitieux Édouard d'York, prit la tête de l'armée de la maison et, dès l'année suivante, après la victoire à Taunton, devint le nouveau roi d'Angleterre sous le nom d'Édouard IV. La bataille de Taunton est considérée comme l'une des plus vastes et des plus sanglantes de l'histoire anglaise. Des dizaines de milliers de personnes périrent en une seule journée. Édouard IV régna pendant plusieurs années, essayant de consolider son pouvoir. Cependant, après sa mort prématurée en 1483, le pays replongea dans le chaos. Son fils mineur, Édouard V, devait monter sur le trône. Cependant, le garçon et son jeune frère, le prince Richard, furent placés à la tour, soi-disant pour leur sécurité, d'où ils disparurent sans laisser de traces. Leur destin tragique, connu sous le nom de prince de la tour, est devenu l'un des épisodes les plus mystérieux de la guerre. Les historiens débattent encore aujourd'hui pour savoir qui a donné l'ordre de tuer les enfants, leur oncle Richard III ou l'un de ses adversaires. Quoi qu'il en soit, c'est Richard III qui devint le nouveau roi d'Angleterre. Son règne fut marqué par des suspicions constantes et des complots. Ses défauts physiques jouèrent également un rôle. Ses contemporains le décrivaient comme un homme bossu, avec une colonne vertébrale déformée. Richard est entré dans l'histoire comme l'un des souverains les plus controversés et mystérieux d'Angleterre. Mais les adversaires de Richard n'avaient pas l'intention de céder leur position. En 1485, Henri Tudor, un lointain parent des Lancastre, débarqua en Angleterre depuis la France, revendiquant le trône. Il rassembla rapidement une armée et se mit en marche contre Richard. Lors de la bataille décisive de Bosworth, en août 1485, les troupes de Richard III furent écrasées et le roi lui-même périt au combat. Henri Tudor se proclama roi sous le nom d'Henri VII, désireux de mettre un terme définitif à la guerre et d'unir le royaume fragmenté. Henri VII épousa la fille d'Édouard IV, Élisabeth d'York. Ainsi, les deux roses ennemies furent symboliquement unies, formant le célèbre blason des Tudors, qui incluait à la fois la rose écarlate et la rose blanche. Malgré la fin formelle de la guerre, ses conséquences se firent encore longtemps sentir en Angleterre. Le pays avait perdu un nombre énorme de ses habitants. Les familles nobles furent pratiquement anéanties dans d'incessantes querelles. L'économie et l'agriculture traversaient une profonde crise. De plus, la nature même du pouvoir changea à jamais. Désormais, les rois comprenaient à quel point la couronne pouvait être instable et peu fiable. Les trahisons et les intrigues devinrent une pratique quotidienne à la cour anglaise. L'histoire de la guerre des roses rouges et blanches est si riche en événements dramatiques et en personnages marquants que George Martin a presque littéralement transposé certains de ces épisodes dans son monde de Westeros. Les maisons Lannister et Stark, principaux acteurs de la lutte pour le trône de fer, rappellent très clairement les familles anglaises historiques des Lancastre et des York. La maison Lannister, tout comme son analogue historique, la maison Lancastre, est connue pour sa richesse, son influence et sa puissance. La rose rouge des Lancastre ressemble beaucoup à la symbolique des Lannister, avec le lion écarlate sur fond doré. Les deux maisons jouissaient d'une réputation d'ambitieux et d'influents clans, prêts à tout pour maintenir leur pouvoir.
Les Lannister, tout comme leurs prototypes historiques, ont toujours cherché à contrôler le trône par le biais de l'or, d'intrigues politiques et de mariages stratégiques. La famille York, en revanche, est devenue un prototype évident pour la maison Stark. La rose blanche des York résonne avec l'image austère des Stark, dont le symbole est le loup géant sur fond blanc. Les York jouissaient traditionnellement d'un grand respect dans le nord de l'Angleterre, tout comme les Stark dans le nord de Westeros. Les deux familles étaient perçues comme des personnes strictes, honnêtes et principled, se opposant à des adversaires plus rusés et sournois. Les caractères et les destins des chefs de maison dans la réalité et dans l'univers fictif de Martin sont également très similaires. Le duc Richard d'York, qui tenta de contester les droits du faible roi Henri VI, rappelle Eddard Stark, qui fit également face à l'injustice et chercha à se battre pour la vérité, ce qui le mena finalement à une fin tragique. Eddard Stark, tout comme Richard d'York, croyait en ses principes et fut finalement trahi par ses alliés et exécuté. Les destins tragiques des enfants de ces familles se rejoignent également. Dans l'histoire réelle, les fils d'Edward Pothams de la maison York, connus sous le nom de prince de la Tour, furent tués à un jeune âge, ce qui évoque directement le sort des fils d'Eddard Stark, Bran et Rickon, qui, comme on le supposait au début, furent également tués dans leur jeunesse. George Martin a clairement emprunté cette histoire, y ajoutant sa propre touche dramatique. De plus, le mode de gouvernance de Richard de II, représentant de la maison York, résonne avec le personnage de Tyrion Lannister, bien que cela ne soit pas immédiatement évident. Richard II était considéré comme une figure ambiguë, accusé de cruauté et de sournoiserie. Cependant, les historiens contemporains estiment qu'il était victime de la propagande, tout comme Tyrion Lannister devint l'objet de fausses accusations et de calomnies. La lutte pour le trône de fer reflète donc en grande partie l'opposition historique entre les maisons Lancastre et York. Les intrigues constantes, les meurtres, les trahisons et la lutte pour le pouvoir que nous voyons à Westeros ne sont en réalité qu'un reflet de l'histoire anglaise du XVe siècle. Ces parallèles historiques sont précisément ce qui a rendu l'univers de Game of Thrones si profond, vivant et convaincant pour des millions de spectateurs. L'histoire de l'Angleterre à l'époque de la guerre des roses rouges et blanches s'est révélée si riche et dramatique que George Martin a en fait emprunté non seulement des événements généraux, mais aussi des caractères de personnages historiques qu'il a transposés avec une étonnante précision dans le monde de Game of Thrones. Parmi ces parallèles saisissants, deux paires de personnages se distinguent particulièrement. Le roi anglais, Édouard IV, et le roi de Westeros, Robert Baratheon, ainsi que le roi fou, Aerys Targaryen, et le monarque anglais, Henri VI. Édouard IV est devenu l'un des personnages centraux de l'époque de la guerre des Roses. Né Édouard d'York, il était le fils du duc Richard d'York et a hérité de son père les prétentions au trône anglais. Dès sa jeunesse, il s'est distingué par son courage et son habileté militaire. Grand, large d'épaules et fort, Édouard faisait forte impression et devenait rapidement le centre d'attention sur n'importe quel champ de bataille. Lors de la bataille de Mortimer's Cross, il remporta une victoire importante qui renforça considérablement son autorité. À peine quelques semaines après la grande et sanglante bataille de Towton, où ses troupes écrasèrent complètement les Lancastres, il monta sur le trône anglais, devenant roi sous le nom d'Édouard IV. Cependant, Édouard n'était pas un homme politique né,
ou une personne prête à passer de longues heures à gérer l'État. Malgré son charisme et sa popularité parmi le peuple, il se lassait rapidement des intrigues constantes et de la lutte pour le pouvoir. Au lieu de cela, le roi s'adonnait de plus en plus au divertissement, chasse, banquets, tournois, s'entourant de luxe et de nombreuses favorites. Ses contemporains notèrent qu'Édouard IV préférait souvent passer son temps dans les plaisirs, déléguant la résolution des affaires d'État à ses conseillers de confiance, en premier lieu à la famille Woodville, à laquelle appartenait sa femme Élisabeth. Cette image du roi guerrier, vainqueur, ayant perdu tout intérêt pour le trône après sa victoire, a été transposée par Georges Martin dans son personnage de Robert Baratheon. Robert était également un célèbre guerrier dans sa jeunesse, s'étant illustré lors de la guerre, renversant la dynastie précédente et devenant un héros populaire de Westeros. Après son accession au pouvoir, il, tout comme Édouard IV, perdit progressivement tout intérêt pour le gouvernement, s'enfonçant dans l'oisiveté et passant son temps à festoyer, chasser et se livrer à des banquets, confiant le pouvoir et la gestion du royaume à ceux qui l'entouraient. En conséquence, dans les deux cas, le pouvoir royal a progressivement commencé à s'affaiblir et à s'effondrer en raison de l'indifférence et de la négligence des souverains. Le parallèle entre le roi Henri VI et Aerys Targaryen, connu sous le nom de roi fou, est tout aussi frappant. Henri VI, qui régna sur l'Angleterre avant Édouard IV, était l'antithèse de son rival. C'était un homme faible et indécis, très religieux, doux et absolument incapable de faire face aux dures réalités de la politique médiévale. Dès sa jeunesse, Henri souffrait de troubles mentaux, connaissant de longs épisodes d'apathie totale et de folie. Pendant ces moments, il réagissait pratiquement à peine au monde qui l'entourait et était complètement incapable de prendre des décisions. De tels accès étaient typiques pour lui, surtout en période de stress intense lié aux défaites et aux intrigues politiques à la cour. L'Angleterre de cette époque connaissait une forte instabilité, car la noblesse, profitant de la maladie du roi, luttait constamment pour le contrôle sur lui et sur le pays. Une situation similaire s'est produite dans le monde fictif de Westeros avec Aerys Targaryen. Le roi Aerys, initialement un monarque prometteur, sombra progressivement dans une profonde folie. Il souffrait d'une paranoïa sévère, soupçonnant de trahison les personnes les plus proches de lui, soumettant même ses conseillers les plus proches à des tortures cruelles et à des exécutions. Tout comme dans le cas d'Henri VI, la folie du roi Aerys a provoqué une profonde instabilité dans l'État. Cela est devenu le catalyseur de la révolte de Robert Baratheon, qui a finalement conduit à l'effondrement de la dynastie Targaryen après des siècles de règne. Dans les deux cas, la folie et la faiblesse des souverains, incapables de maintenir le pouvoir entre leurs mains, ont conduit à de profonds schismes au sein de la société et à des guerres prolongées. L'incapacité d'Henri VI à penser clairement et à agir efficacement a provoqué une vaste guerre civile en Angleterre, emportant des milliers de vies. La folie d'Aerys Targaryen a été la cause d'une révolte brutale et de la destruction d'une dynastie entière à Westeros. L'un des épisodes les plus choquants et émotionnellement éprouvants de Game of Thrones, connu sous le nom de Mariage Rouge, était si brutal et inattendu que les spectateurs du monde entier en furent tout simplement abasourdis. Beaucoup pensaient qu'un tel retournement de situation ne pouvait naître que de l'imagination d'un écrivain. Cependant, Georges Martin
s'est en réalité inspiré de 2 épisodes réels et extrêmement tragiques de l'histoire écossaise. Le célèbre dîner noir de 1440 et le tristement célèbre massacre de Glencoe en 1692. Ces 2 événements ont été pour lui une source d'inspiration dans la création de l'une des scènes les plus violentes de l'histoire, de la littérature et de la télévision moderne. Commençons par le premier événement tragique qui est entré dans l'histoire sous le nom de Dîner noir. Au milieu du XVe siècle, il existait en Écosse un clan Douglas très influent, dont les chefs étaient considérés comme de sérieux prétendants au trône royal. Le jeune roi Jacques d'Eustaut n'était encore qu'un enfant, et le pouvoir réel était entre les mains des régents et des aristocrates, parmi lesquels se trouvait un groupe décidé à éliminer la menace potentielle que représentait le clan Douglas. En 1440, le jeune comte William Douglas, alors âgé de seulement 16 ans, et son frère cadet, David, furent invités au château d'Édimbourg pour un banquet solennel avec le jeune roi Jacques II. Les jeunes hommes, ne s'attendant à aucune trahison, acceptèrent l'invitation et se rendirent au festin. Au début, tout était très solennel et joyeux. Les jeunes Douglas conversaient avec le roi, plaisantaient et s'amusaient. Cependant, au beau milieu du dîner, une tête de taureau noir fut soudainement apportée. Dans la salle, symbole en Écosse de la mort imminente et sinistre présage d'une exécution à venir. Réalisant l'horreur de la situation, les jeunes frères furent saisis par la garde royale juste à table, malgré les supplications et les protestations du plus jeune roi, qui pleurait et demandait grâce pour ses invités. Les Douglas furent conduits dans la cour du château d'Édimbourg, où ils furent immédiatement exécutés. Cet événement choqua l'Écosse, devenant un symbole de traîtrise, de violation des lois de l'hospitalité et de cruauté dans les querelles politiques. Presque 2 siècles plus tard, l'Écosse fut à nouveau témoin d'une scène cruelle et tragique liée à la violation de l'hospitalité et à la traîtrise. Il s'agissait du massacre de Glencoe, survenu en février 1692. Après la répression de la révolte jacobite, les autorités anglaises exigèrent des clans écossais des Highlands qu'ils prêtent allégeance au roi Guillaume II d'Orange, avant une date limite. Le chef du clan MacDonald de Glencoe, pour des raisons techniques, tarda de quelques jours à prêter ce serment, bien qu'il n'ait jamais eu l'intention de faire preuve de désobéissance. Afin de donner une leçon aux autres clans des Highlands, les autorités anglaises prirent la décision de punir sévèrement les MacDonald. Des soldats du clan Campbell, qui avaient longtemps été en conflit avec les MacDonald, arrivèrent dans le village de Glencoe sous le prétexte d'être des invités. Pendant près de 2 semaines, ils vécurent parmi les habitants, bénéficiant de leur hospitalité, partageant les repas et dormant dans leur maison. Mais tôt le matin, du 13 février, les invités attaquèrent soudainement les hôtes endormis, massacrant brutalement hommes, femmes et enfants, incendiant des maisons et détruisant tout sur leur passage. Ceux qui tentaient de fuir vers les montagnes périssaient de froid et de faim. Cette cruauté suscita l'horreur, non seulement en Écosse, mais aussi bien au-delà de ses frontières, devenant un symbole de la violation perfide des anciennes lois de l'hospitalité. C'est précisément ces 2 événements que George Martin a choisis comme base pour son mariage rouge. Dans Game of Thrones, Robb Stark, accompagné de sa mère et de ses partisans, se rend au château des Jumeaux pour le mariage d'Edmure Tully avec Walder Frey, s'attendant à l'hospitalité et à la sécurité garantie par les anciennes lois de Westeros. Au cœur des festivités, alors que la tension semblait complètement disparue, une trahison inattendue se produit.
Les hôtes attaquent les invités désarmés, violant toutes les lois et serments sacrés. Ce massacre, tout comme ses prototypes historiques, s'est révélé tout aussi perfide, cruel et choquant. Martin lui-même expliquait son choix en disant qu'il voulait transmettre aux spectateurs et aux lecteurs l'horreur et le choc de ce type d'événements historiques, soulignant que la véritable histoire est souvent plus effrayante et dramatique que n'importe quelle fiction. La violation des lois de l'hospitalité au Moyen Âge était considérée comme l'un des crimes les plus graves. Et Martin a habilement utilisé ce motif pour créer une scène qui est restée gravée dans la mémoire des lecteurs et des spectateurs par sa cruauté et sa tragédie. L'un des éléments les plus impressionnants du monde de Game of Thrones, qui captive littéralement l'imagination des spectateurs, est le gigantesque mur de glace qui sépare les terres civilisées de Westeros des rudes territoires du Nord, peuplés de sauvages et de créatures mystérieuses. George Martin a reconnu à plusieurs reprises que le prototype de cette structure fantastique était un monument historique bien réel, le mur d'Adrien, situé dans le nord de l'Angleterre moderne. L'histoire du mur d'Adrien remonte au IIe siècle de notre ère, lorsque l'Empire romain atteignait le sommet de sa puissance. L'empereur Hadrien, qui accéda au pouvoir en 110 de notre ère, fut confronté à de sérieux problèmes dans le nord de la Bretagne, où les troupes romaines subissaient des attaques régulières de la part des tribus locales, les Bretons et les Pictes, que les Romains considéraient comme des barbares. En 122 de notre ère, Hadrien décida de renforcer la frontière nord de la province de Bretagne, en commençant la construction d'une imposante fortification. Les travaux sur le mur avancèrent très rapidement, mobilisant des dizaines de milliers de soldats et de travailleurs. Et seulement quelques années plus tard, un mur en pierre d'environ 120 mètres, Claypers, traversait la Bretagne, allant de la côte de la mer d'Irlande à l'ouest jusqu'à la mer du Nord à l'est. La hauteur du mur atteignait 4 à 5 mètres, tandis que sa largeur à la base était de jusqu'à 3 mètres. Tout au long de la muraille, de nombreuses forteresses, tours de guet et casernes furent construites, où étaient stationnées les garnisons romaines. Le mur servait non seulement de ligne de défense, mais aussi de centre commercial et administratif important, ainsi que de démonstration de la puissance et de l'autorité de l'Empire romain. Cependant, la fonction du mur d'Adrien ne se limitait pas uniquement aux tâches militaires. L'empereur Hadrien l'avait délibérément conçu non seulement comme une barrière physique contre les tribus hostiles, mais aussi comme une frontière culturelle et symbolique claire, séparant le monde civilisé de ce qui était considéré comme barbare et étranger. Les Romains percevèrent les habitants au-delà du mur comme des sauvages, dont les traditions, la langue et le mode de vie étaient incompréhensibles et étrangers aux citoyens romains. Ainsi, le mur d'Adrien est devenu un puissant symbole de la division culturelle, démontrant non seulement les ambitions territoriales de l'Empire, mais aussi la supériorité de la culture romaine sur les coutumes barbares. Cette même idée de division culturelle est devenue clé lors de la création du mur de glace dans Westeros. Dans le monde de Game of Thrones, le mur ne sert pas seulement à protéger les terres civilisées contre les menaces extérieures. Il constitue également une frontière claire entre les personnes vivant selon des lois et des ordres stricts et les sauvages qui refusent de reconnaître l'autorité des rois et mènent une vie complètement différente. D'un côté se trouvent les terres de la famille des royaumes avec leur chevalerie, leurs châteaux et leur hiérarchie sociale bien définie. Et de l'autre, le rude nord, où la vie est soumise à d'autres lois, où la liberté est plus importante que des règles strictes
et où les gens ne reconnaissent l'autorité de personne d'autre que celle de leur propre chef. Le mur, ainsi, ne protège pas seulement les habitants de Westeros contre le danger d'attaques extérieures, mais incarne également une profonde division culturelle et psychologique entre la civilisation et ce qui est perçu comme de la sauvagerie. Pour les habitants des terres des royaumes, les sauvages sont aussi étrangers et effrayants que l'étaient pour les Romains, les anciens Bretons et Pictes. La peur de l'inconnu, la crainte de perdre le contrôle sur les territoires et les personnes, de se retrouver vulnérable face à une menace extérieure, tout cela unit le mur romain et le mur de glace de Westeros dans leur signification symbolique. Un autre point de similitude important est la façon dont la perception de ces structures a évolué au fil du temps, après le départ des Romains de Bretagne, au vieux siècle de notre ère. Le mur d'Adrien a progressivement cessé d'être utilisé comme ligne de défense et est tombé en désuétude. Cependant, il a continué à représenter une frontière symbolique importante et un monument historique rappelant la grandeur et la puissance passée de l'Empire romain. On observe la même chose dans le monde de Game of Thrones, où le mur, autrefois construit comme une puissante protection, en est venu à être perçu par beaucoup comme quelque chose de lointain et d'inutile. Nombreux sont ceux dans les royaumes du Sud qui ont commencé à considérer la menace du Nord comme exagérée, oubliant que le mur protège non seulement leur sécurité physique, mais aussi toute leur identité culturelle. Une autre analogie historique frappante dans le monde de Game of Thrones est la culture des Fernets, avec leurs rudes coutumes maritimes et leurs incessantes raids. George Martin a reconnu à plusieurs reprises que la création de ce peuple était inspirée par de véritables Vikings, célèbres navigateurs et conquérants du début du Moyen Âge, qui ont laissé une empreinte profonde dans l'histoire européenne. L'histoire des Vikings commence vers la fin du VIe siècle, lorsqu'ils commencent à s'approprier rapidement les mers du Nord et à mener des raids audacieux et violents sur les côtes de la Bretagne, de l'Irlande et de l'Europe continentale. Le premier événement majeur fut l'attaque du monastère de Lindisfarne en 793, qui choqua toute l'Europe par sa soudaineté et sa brutalité. Les Vikings arrivèrent sur des navires rapides et maniables, débarquèrent sur la côte, pillaient rapidement les établissements et les monastères, puis disparaissaient en haute mer avant que les dirigeants locaux n'aient eu le temps d'organiser une résistance. Bientôt, les raids vikings devinrent réguliers et à grande échelle. Leurs navires pénétrèrent profondément dans les eaux intérieures de l'Europe, atteignant la France, l'Espagne et même l'Italie. Mais ils ne se contentaient pas de piller. Peu à peu, les Vikings commencèrent à établir leurs propres colonies, à conquérir des territoires et à former de puissants États. Ils colonisèrent l'Islande, le Groenland, et débarquèrent également sur les côtes de l'actuel Canada, découvrant l'Amérique 5 siècles avant Christophe Colomb. La culture viking reposait sur de strictes lois de respect de la force et du courage. Ils croyaient en de nombreux dieux, parmi lesquels Odin, Thor et Loki. Leur société était construite sur une hiérarchie rigoureuse où régnaient les chefs les plus forts, capables de prouver leur supériorité au combat et lors des expéditions maritimes. Le courage personnel, les exploits guerriers et les richesses acquises jouaient un rôle immense dans la formation de la réputation et de l'autorité d'un viking parmi ses compatriotes. C'est précisément ces traits que George Martin a intégrés dans la culture des Fernets, les habitants rudes des îles de fer. Les Fernets, tout comme les Vikings, vivent de raids et de pillages, méprisant l'agriculture et l'artisanat, qu'ils considèrent
comme des occupations de faibles, leur célèbre expression « nous ne semons pas » reflète cette philosophie de vie où la richesse et l'autorité sont acquises uniquement par les batailles et les raids. À l'instar des Vikings historiques, les Fernais ne reconnaissent pas les lois du continent, se comportent de manière indépendante et cruelle, menant des incursions sur les riches terres côtières de Westeros. Une autre importante parallèle, délibérément créée par Martin, est la tradition de l'élection du roi des îles de Fer, connu sous le nom de Kingsmoot. Les Fernais n'ont pas de transmission héréditaire du pouvoir de père en fils. Au lieu de cela, à la mort du roi, un conseil spécial se réunit, où tout guerrier digne peut revendiquer le pouvoir, et chaque prétendant doit convaincre les autres membres de son clan de sa supériorité. En général, le pouvoir revient au leader le plus fort et charismatique, capable d'inspirer et de mener les Fernais vers de nouvelles conquêtes. Cette tradition est presque littéralement empruntée à l'histoire réelle des Vikings. Chez les anciens Scandinaves, il existait également une tradition appelée le Ting, une assemblée populaire où l'on élisait un chef ou un roi. Les prétendants devaient personnellement convaincre les autres guerriers de leur qualité de leader, de leur richesse, de leur bravoure et de leur sagesse. Le respect personnel et la capacité à mener le peuple étaient plus importants que l'origine ou le droit formel au pouvoir. Ces élections, tout comme le Kingsmoot, pouvaient être très dramatiques et pleines de conflits, car le choix n'était pas toujours évident et le nombre de prétendants pouvait être élevé. Parfois, l'élection était accompagnée de duels, de compétitions et d'autres épreuves pour prouver sa supériorité. En conséquence, à la tête des Vikings se retrouvaient souvent des leaders capables non seulement de mener les troupes au combat, mais aussi de prendre d'importantes décisions politiques et économiques, renforçant ainsi les positions de leur peuple. En utilisant des images historiques des Vikings, George Martin a réussi à créer une culture des îles de fer à la fois vibrante, crédible et profondément réfléchie, qui est devenue l'une des parties les plus colorées de son univers. Les Fernais suscitent à la fois la peur et l'admiration, car ils incarnent l'esprit de liberté, de force et d'indépendance qui caractérisent leurs prototypes historiques. Ils vivent selon leurs propres lois, ne reconnaissant pas l'autorité des rois étrangers, ce qui fait d'eux l'un des peuples les plus intéressants et imprévisibles du monde de Game of Thrones. L'une des cultures les plus reconnaissables et colorées créée par George Martin dans le monde de Game of Thrones est celle des Dothraki, un peuple de cavaliers nomades redouté par les habitants des villes civilisées d'Essos. En concevant l'image des Dothraki, Martin s'est directement inspiré de l'histoire des conquêtes mongoles, en particulier de l'époque de Gengis Khan et de ses descendants. Ce sont les Mongols qui ont conquis d'immenses territoires en Eurasie au Xe siècle, qui ont servi de prototype à ce peuple guerrier. L'histoire des Mongols est étroitement liée à la figure de Gengis Khan, le plus grand conquérant, né vers 1162, et qui portait à l'origine le nom de Temujin. Dans sa jeunesse, Temujin a traversé de nombreuses épreuves, la mort de son père, la trahison de ses alliés, la pauvreté et les guerres constantes entre clans. Cependant, ce sont précisément ces épreuves qui ont forgé son caractère et lui ont appris à survivre dans les conditions difficiles de la steppe. Au début du Xe siècle, Temujin a réussi à unir les tribus mongoles disparates et est devenu le premier homme à accomplir cela à une telle échelle. En 1206, lors du grand Kur-Iltai, une assemblée générale de la noblesse mongole, il fut proclamé Gengis Khan, ce qui signifie
souverain du monde. À partir de ce moment, débuta l'ère des grandes conquêtes qui allait changer à jamais le visage de l'Eurasie. La clé des succès de Gengis Khan résidait dans l'exceptionnelle tactique militaire des Mongols. Ils étaient d'excellents cavaliers et savaient mener la guerre de manière fulgurante et brutale. Les Mongols attaquaient presque toujours de manière soudaine et rapide, utilisant la cavalerie légère pour des frappes rapides et des retraits, tandis que la cavalerie lourde était employée pour des frappes puissantes contre l'ennemi. Ils maîtrisaient parfaitement l'arc, tirant à cheval, même au galop, ce qui les rendait presque invincibles lors des batailles dans la steppe. Les Mongols étaient réputés pour leur discipline, leur cruauté envers l'ennemi et leur loyauté envers leur leader. Leurs troupes se déplaçaient sur de vastes distances avec une vitesse incroyable, ce qui leur permettait de mener la guerre sur plusieurs fronts simultanément. Le mode de vie des Mongols était lié à un mouvement constant. Ils migraient d'un pâturage à l'autre, élevaient des chevaux, des moutons et des chameaux, vivaient dans des yourtes et valorisaient la mobilité, la liberté et la capacité à réagir rapidement aux conditions changeantes. Toutes ces caractéristiques ont été presque sans changement transférées par Georges Martin à l'image des Dothraki. Tout comme les Mongols, les Dothraki, un peuple de nomades, vivent dans la grande mer Dothraki, de l'immense steppe d'Essos. Ils mènent une vie austère, se déplaçant en énormes hordes, chassant, combattant et pillant les riches villes et établissements. Leur culture est fondée sur le culte de la force et du courage. Il n'y a pas de place pour la faiblesse, la lâcheté ou l'indécision. La tactique militaire des Dothraki reproduit également entièrement celle des Mongols. Cavalerie légère, attaque soudaine, manœuvres fulgurantes. Leurs chevaux sont une partie essentielle de leur vie et la base de leur puissance. À l'instar des Mongols, les Dothraki tirent à l'arc, à cheval, maîtrisent parfaitement les épées et les lances, semant la terreur parmi leurs ennemis, rien qu'en apparaissant. Une autre importante parallèle est l'organisation sociale. Les Mongols choisissaient leur khan lors du Kuriltai, où se rassemblait toute la noblesse, et élisaient le leader le plus capable de mener le peuple à la victoire et à la prospérité. De la même manière, chez les Dothraki, il existe une coutume similaire, où le guerrier le plus fort devient Khal et unifie les tribus disparates sous son commandement. Après la mort du Khal, la horde se disperse souvent, et seul un nouveau leader doté de qualités exceptionnelles peut la réunifier. Mais pourquoi les Mongols sont-ils devenus la source d'inspiration pour Martin? L'écrivain lui-même a avoué avoir été impressionné par la capacité des Mongols à parcourir d'immenses distances, leur mobilité absolue et leur force pratiquement illimitée dans la steppe. Il voyait dans leur histoire un exemple frappant de la manière dont un petit groupe de personnes soudées, unies par un leader fort et un objectif clair, peut changer le cours de l'histoire mondiale. Cette histoire s'est parfaitement prêtée à la création d'un peuple vibrant et mémorable, à la fois terrifiant et fascinant. De plus, Martin voulait montrer le contraste entre la civilisation des villes sédentaires, avec leur confort et leur richesse, et les nomades durs mais libres, méprisant la faiblesse et le luxe. À travers l'image des Dothraki, il a pu transmettre cette idée de manière parfaite. Leur simplicité et leur austérité, leur volonté de prendre des risques et leur mépris pour la vie confortable font d'eux non seulement des ennemis redoutables, mais aussi l'incarnation d'une vision de la vie et du pouvoir totalement différente. Un autre personnage historique qui a inspiré George Martin dans la création des héros de Game of Thrones est le roi anglais du XVe siècle, Richard II.
C'est lui qui a servi de prototype à l'un des personnages les plus complexes et intéressants de la série et des livres, Tyrion Lannister. Cela peut sembler surprenant au premier abord, mais en y regardant de plus près, la ressemblance entre ces deux figures devient évidente et profondément symbolique. Richard II est entré dans l'histoire de l'Angleterre comme l'un des monarques les plus controversés. Son règne fut court, seulement 2 ans, de 1377 à 1399. Cependant, durant cette brève période, il a laissé une empreinte qui a suscité de nombreux débats historiques. Dès le début de son règne, Richard a été confronté à des soupçons et à la méfiance. Il a été accusé d'usurpation du trône et de la disparition de 2 de ses neveux, les jeunes princes Édouard Popham et Richard de York, qui ont disparu sans laisser de traces dans la tour. La culpabilité de Richard II dans leur mort n'a toujours pas été prouvée. Cependant, cet épisode lui a valu une réputation d'homme cruel et sournois. Un rôle non négligeable dans la formation de l'image négative du roi a été joué par la propagande Tudor, qui, après sa mort à Bosworth, a activement dépeint Richard II comme un vilain, moralement et physiquement déformé, capable de tous les crimes pour le pouvoir. On considère que Richard avait une colonne vertébrale déformée, ce qui lui donnait un léger aspect bossu. Cette particularité physique a été amplifiée à maintes reprises dans les chroniques historiques et les pièces de Shakespeare, qui a créé le portrait bien connu du roi comme d'un méchant complet, un homme dont la difformité physique reflète la corruption intérieure. Cependant, les historiens modernes tendent à avoir une évaluation plus complexe et nuancée de la personnalité de Richard II. Il est désormais clair qu'il n'était pas un personnage aussi unidimensionnel. Il s'est révélé être un homme politique expérimenté, un administrateur efficace et un guerrier déterminé. Sous son règne, d'importantes réformes législatives ont été mises en place. Il a tenté d'améliorer la gestion du pays et a bénéficié du soutien d'une part significative de la noblesse anglaise et du peuple. D'un autre côté, il a inévitablement été entraîné dans une lutte acharnée pour le trône, qui exigeait des décisions difficiles et entraînait parfois des conséquences sanglantes. C'est cette complexité, cette ambivalence et cette profondeur intérieure que George Martin a choisi d'exploiter en créant Tyrion Lannister. Martin a délibérément fait de son héros un personnage physiquement handicapé, dépourvu des caractéristiques héroïques classiques. Tyrion est un nain et a souffert toute sa vie des moqueries et du mépris de son entourage. Ses défauts physiques, dès ses premiers jours, ont forgé en lui un profond sentiment de solitude, de vulnérabilité et en même temps un désir ardent de prouver sa valeur et son importance. Tout comme dans le cas de Richard II, le défaut physique de Tyrion devient la source de nombreuses fausses accusations et jugements injustes. La société le perçoit comme un être laid et donc moralement corrompu, ce qui l'oblige à prouver constamment le contraire. À l'intérieur, il possède une grande intelligence, une profonde sagesse et une morale singulière qui contrastent fortement avec son apparence peu engageante et l'opinion publique à son égard. Une autre importante parallèle entre Richard et Tyrion est leur réputation. Tous deux sont accusés de crimes qu'ils n'ont peut-être pas commis. Richard II est toujours soupçonné d'avoir tué ses neveux, tandis que Tyrion a été à plusieurs reprises accusé d'avoir tué des membres de sa propre famille. Dans les deux cas, les défauts physiques des héros aggravent les soupçons et les jugements de la société, les transformant en boucs émissaires pratiques. De plus, tant Tyrion que Richard se retrouvent être des personnes que les circonstances
poussent à prendre des décisions impopulaires et cruelles pour conserver le pouvoir ou, à tout le moins, leur vie. Les deux héros sont profondément solitaires et portent le poids de leurs choix, conscients que leurs actions ne peuvent pas toujours être justifiées sur le plan moral. Une caractéristique importante de Tyrion, qui le rapproche du Richard historique, est sa lutte constante pour la reconnaissance et le respect des autres. Tyrion s'efforce désespérément de prouver qu'il est plus qu'un simple nain ou un monstre. Quant à Richard II, tout au long de son règne, il a tenté de convaincre la société de la légitimité de son pouvoir et de réfuter les nombreuses rumeurs et calomnies. Martin n'a pas choisi ce personnage historique par hasard pour créer son héros. Il cherchait à montrer à quel point l'opinion publique peut facilement façonner une image superficielle et erronée, fondée uniquement sur des caractéristiques extérieures et des stéréotypes. Tyrion, tout comme Richard, nous montre à quel point la personnalité d'un individu peut être complexe et ambiguë, et que même le héros le moins beau peut être capable de noblesse, de profonde sagesse et de courage qui surpassent de loin les qualités des beaux et des héros reconnus. En créant le personnage de Daenerys Targaryen, George Martin s'est inspiré de l'histoire des grands conquérants du passé, parmi lesquels la figure de Tamerlan se distingue particulièrement. Ce général, qui au XIVe siècle a fondé l'un des plus grands empires d'Eurasie, est devenu célèbre non seulement pour ses conquêtes, mais aussi pour sa cruauté, l'ampleur de ses destructions, et en même temps pour son charisme exceptionnel et ses qualités de leader. Tamerlan est né vers 1336 près de Samarcande, sur le territoire de l'actuel Ouzbékistan. Il était issu d'une lignée turco-mongole relativement modeste et n'était pas un descendant direct de Gengis Khan, bien qu'il cultivât soigneusement le lien avec son héritage, afin de donner une légitimité à ses conquêtes. Dans sa jeunesse, Timur ne se distinguait pas par une force ou une richesse particulière, mais il faisait déjà preuve d'une détermination extraordinaire, de rigueur et de la capacité à inspirer les gens à accomplir des exploits. Le début de son ascension au pouvoir a été marqué par une lutte acharnée contre ses rivaux, au cours de laquelle il a progressivement soumis les tribus et groupes voisins. Rapidement, son nom a commencé à inspirer la terreur dans toute l'Asie centrale, ayant établi une base de pouvoir solide à Samarcande. Timur a lancé d'importantes campagnes militaires, grâce auxquelles il a conquis d'immenses territoires au cours des décennies suivantes, y compris des terres des actuels Iran, Afghanistan, Irak, Turquie, Syrie, ainsi que du nord de l'Inde. Une caractéristique des conquêtes de Tamerlan était la cruauté et l'impitoyabilité qu'il utilisait comme une stratégie consciente de guerre. Après la capture des villes, il ordonnait souvent des exécutions massives, faisait raser les murs et les bâtiments jusqu'aux fondations et réduisait la population en esclavage. Ainsi, de nombreuses villes prospères d'Asie centrale et du Moyen-Orient ont été détruites, y compris les célèbres Bagdad, Damas, Ispahan et Delhi, où des pyramides de crânes humains ont été érigées après les conquêtes. Ces actions, bien qu'elles horrifiaient ses contemporains, servaient de puissants moyens de pression psychologique sur ses ennemis, les convainquant de se rendre sans combat. Cependant, la personnalité de Tamerlan était bien plus complexe que celle d'un simple conquérant cruel. Timur ne se contentait pas de détruire. Il aspirait également à devenir un grand mécène de la culture et de l'art. La capitale de son empire, Samarcande, est devenue une ville brillante, attirant des savants, des artistes et des artisans de tout le monde islamique.
Tamerlane a soutenu la construction de grandes mosquées, de bibliothèques et de palais, cherchant à laisser un héritage de grands souverains et d'éducateurs. C'est précisément cette dualité de personnalité, celle d'un guerrier impitoyable et d'un mécène de la culture, qui a inspiré Georges Martin dans la création du personnage de Daenerys. Tout comme Tamerlan, Daenerys Targaryen a commencé son parcours avec une faiblesse et une vulnérabilité absolue. Elle était une exilée, contrainte de vagabonder et de lutter pour son droit de retourner dans sa patrie et d'occuper le trône de fer. Peu à peu, pas à pas, Daenerys se transformait en un leader puissant, capable de mener des armées et de conquérir des villes entières. Sa conquête en Essos rappelle les campagnes de Tamerlane. Les villes d'Astapor, de Yunkai et de Myrine sont tombées sous ses assauts. Dans ce processus, Daenerys, tout comme Taimur, a utilisé la cruauté et des punitions spectaculaires contre ses adversaires pour instiller la peur et écraser la résistance. À l'instar de Tamerlane, Daenerys aspirait non seulement à conquérir, mais aussi à changer le monde qui l'entourait, en détruisant l'esclavage et la violence. Cependant, tout comme dans le cas du conquérant historique, son désir de justice était souvent accompagné de destruction, de la mort d'innocents et de profonds compromis moraux. Une importante parallèle entre Timur et Daenerys est leur capacité à rassembler autour d'eux des personnes très diverses. Timur a constitué une armée de guerriers de différentes nationalités et cultures, la maintenant par son charisme et des lois strictes. De même, Daenerys a réussi à unir jusqu'aux Dothraki, des esclaves affranchis et même la noblesse d'autres villes d'Essos. Son pouvoir reposait non seulement sur la force, mais aussi sur son charisme personnel et sa capacité à inspirer. Martin a délibérément choisi l'image du conquérant, car il était attiré par la tragédie intérieure du pouvoir absolu et du leadership. Tout comme Daenerys, Timur était confronté à un constant paradoxe, celui de l'aspiration à un grand but et des moyens destructeurs pour l'atteindre. Ces deux héros incarnent le danger que les bonnes intentions peuvent entraîner des conséquences terribles. Derrière les victoires et conquêtes grandioses se cachent inévitablement des compromis moraux, des solitudes et l'impossibilité de partager avec quiconque le fardeau de son pouvoir. Martin était également intéressé à montrer aux spectateurs et aux lecteurs à quel point il est facile pour un leader puissant de franchir la fine ligne entre héroïsme et tyrannie. Tamerlane, dans l'histoire réelle, et Daenerys, dans la fiction, démontrent que le pouvoir absolu, même s'il commence avec de grands idéaux, est inévitablement associé à la cruauté, à la perte d'humanité et à la décadence morale. L'histoire de l'ancienne Valyria, autrefois puissante civilisation du monde, de Game of Thrones, fascine par sa grandeur, sa richesse et sa fin tragique soudaine. Georges Martin n'a jamais caché que son image était inspirée par l'histoire de l'Empire byzantin réel, un État qui a duré plus de 1000 ans et qui a également disparu brusquement de la scène mondiale. Au Xe siècle, Byzance, l'Empire romain d'Orient, est né en 395, lorsque l'Empire romain s'est scindé en parties occidentales et orientales. Son centre est devenu Constantinople, une ville majestueuse située à la croisée des routes commerciales entre l'Europe et l'Asie. C'est là que pendant des siècles, la science, l'art et le commerce ont prospéré, donnant naissance à de magnifiques œuvres d'architecture qui ont survécu jusqu'à nos jours. Byzance a atteint son apogée sous le règne de l'empereur Justinien le Grand au XVIe siècle, lorsque l'Empire couvrait d'immenses territoires en Europe, en Asie et en Afrique du Nord.
cette période est entrée dans l'histoire comme l'âge d'or de la culture et du pouvoir byzantin. Cependant, les premiers signes de la crise future commençaient déjà à apparaître. Des conflits internes constants, des luttes de pouvoir parmi la noblesse de cour, des coups d'État et des complots érodaient progressivement l'état de l'intérieur. Une caractéristique de la politique byzantine était la lutte permanente pour le pouvoir entre les familles nobles, qui s'opposaient les unes aux autres en utilisant intrigues et complots. De plus, l'Empire faisait face à de nombreuses menaces extérieures. Les invasions des barbares, les guerres contre les Perses, les Arabes, les Bulgares, les croisés et enfin les Ottomans. Dans un contexte d'instabilité interne, ces menaces extérieures devenaient de plus en plus dangereuses. La chute de Byzance fut inattendue et dramatique. En 1453, Constantinople fut conquise par les Turcs ottomans après un siège de plusieurs semaines. La grande civilisation disparut en quelques jours, ne laissant derrière elle que de magnifiques ruines et des légendes sur sa puissance passée. C'est cette histoire que Georges Martin a prise comme base pour créer Valyria. Tout comme Byzance, Valyria était un État puissant, avec un niveau de développement culturel, commercial, magique et militaire très élevé. Elle prospérait grâce à son pouvoir sur les dragons, tout comme Byzance prospérait grâce à sa position stratégique et à sa richesse. Les Valyriens se considéraient comme le centre de la civilisation, une culture supérieure à toutes les autres. Mais, tout comme Byzance, Valyria était déchirée par des conflits internes et des intrigues politiques. Les grandes maisons valyriennes luttaient pour le pouvoir, utilisant la magie et les dragons, tout comme les nobles byzantins recouraient aux intrigues et aux complots. La principale parallèle entre Byzance et Valyria est leur chute soudaine. La catastrophe qui a détruit Valyria est connue sous le nom de « destin de Valyria ». Il s'agissait d'éruptions volcaniques massives et de tremblements de terre dévastateurs qui ont anéanti la capitale et une grande partie de l'Empire en une seule nuit. De la même manière, la grande civilisation byzantine a été perdue de façon soudaine et irréversible en 1453, lorsque Constantinople est tombée sous l'assaut des Turcs ottomans après un long siège, mais qui s'est terminé de manière tout aussi inattendue. Georges Martin a délibérément choisi Byzance comme prototype pour Valyria, en raison de son contraste dramatique entre la grandeur extérieure et l'instabilité intérieure. L'auteur voulait montrer au lecteur à quel point même la civilisation la plus puissante peut être fragile et vulnérable si ses dirigeants sont absorbés par la lutte pour le pouvoir et oublient les menaces extérieures. De plus, Byzance, tout comme Valyria, est devenu un symbole de la perte d'une culture et de connaissances uniques qui ont été partiellement perdues après la chute et partiellement transférées dans d'autres régions. Dans Game of Thrones, Valyria a laissé derrière elle non seulement des ruines, mais aussi un héritage sous forme de connaissances sur les dragons et la magie qui ont continué à exister à Westeros à travers la maison Targaryen. Tout comme après la chute de Byzance, de nombreux érudits, artistes et penseurs ont fui vers l'Europe, donnant naissance à l'époque de la Renaissance. Martin montre ainsi au lecteur que même la plus puissante des empires peut disparaître en un instant si l'on ignore les conflits internes et les menaces extérieures. En utilisant l'histoire de Byzance, il souligne une vérité importante. Les grandes civilisations périssent non seulement sous les coups venus de l'extérieur, mais aussi en raison de leur faiblesse intérieure et de la cécité de leurs dirigeants. C'est une autre source d'inspiration que Georges Martin
a activement utilisé lors de la création du monde de Game of Thrones. Ce sont les anciennes légendes et prophéties britanniques, en particulier la légende du roi Arthur. Ces récits, entourés de mystères et de mystiques, ont eu une influence significative sur les intrigues et les personnages clés de Westeros. La légende du roi Arthur est l'une des plus connues et des plus importantes du folklore britannique. Selon les anciens contes, Arthur était le fils du roi Uther Pendragon, né dans des circonstances inhabituelles et élevé loin de la cour, dans l'anonymat. Son origine était entourée de mystères, et son élévation s'est produite grâce à l'accomplissement d'une prophétie. C'est Arthur qui réussit à retirer l'épée Excalibur de la pierre, prouvant ainsi son droit à la couronne et devenant roi de Bretagne. Le règne d'Arthur était perçu comme un âge d'or. Il a uni les terres, mis fin aux guerres et créé une société juste, mais il a finalement péri lors de la bataille de Camlann. Cependant, la mort du roi est entourée de mystères. Selon la légende, Arthur n'est pas mort définitivement, mais a été emmené sur l'île mystérieuse d'Avalon, où il repose jusqu'à ce que la Bretagne soit à nouveau en danger mortel. Alors, il reviendra pour sauver son peuple et rétablir la justice et la paix. Cette prophétie a inspiré les Britanniques pendant des siècles, leur offrant l'espoir d'une renaissance. Une telle conception de la prophétie et de la légende du Sauveur, revenant à l'heure de la plus grande nécessité, a été utilisée par George Martin lors de la création de ses propres prophéties et personnages, en particulier dans la légende d'Azor Ahai et le destin de Jon Snow. Azor Ahai, dans le monde de Westeros, est un héros légendaire qui, selon les anciens récits, a déjà sauvé l'humanité d'une grande obscurité en forgeant l'épée magique Lightbringer. La prophétie stipule qu'Azor Ahai renaîtra lorsque le monde sera menacé par un nouveau danger mortel. Son arrivée doit être marquée par l'apparition de l'étoile sanglante et d'autres signes. La foi en le retour d'Azor Ahai est devenue un élément clé de l'intrigue dans le monde de Game of Thrones, incitant les personnages à agir et influençant leur destin. Ce concept de prophétie, étroitement lié à la légende du roi Arthur, se reflète dans la figure de Jon Snow. Tout comme Arthur, Jon a grandi dans l'ignorance de sa véritable origine. Il s'est toujours considéré comme le bâtard d'Eddard Stark, sans savoir que sa naissance était entourée de mystères et que son destin était prédestiné par une prophétie. Tout comme Arthur a été élevé loin de son trône, Jon a passé sa jeunesse sur le mur, loin du véritable pouvoir. Jon Snow, à l'instar du roi Arthur, devient un héros capable d'unir les gens face à la menace mortelle des marcheurs blancs. C'est à lui qu'il est destiné de jouer un rôle crucial dans le destin de Westeros, reflétant la prophétie du retour d'Azor Ahai. Le symbolisme de l'épée joue également un rôle important. Tout comme Arthur possédait la légendaire Excalibur, Jon devient le propriétaire de la célèbre épée en acier valyrien Longclaw. De plus, tout comme dans la légende du roi Arthur, la prophétie d'Azor Ahai contient un élément de dualité et d'incertitude. Elle peut être interprétée de différentes manières. George Martin joue délibérément avec l'ambiguïté des prophéties, montrant à quel point il est facile pour les héros et des peuples entiers de devenir les otages de leurs propres espoirs et attentes. Cela illustre parfaitement la complexité de la nature humaine et la fragilité du destin. En utilisant les anciennes légendes britanniques, George Martin a créé une intrigue profonde et intrigante qui pousse les lecteurs et les spectateurs à se demander constamment qui est réellement le véritable héros de la prophétie.
À travers cette incertitude, ils transmettent une idée importante. Les véritables héros ne réalisent pas toujours leur rôle jusqu'à la fin. Et ce sont leurs actions, et non leur origine ou les prophéties, qui déterminent leur place dans l'histoire. L'histoire de l'Angleterre du XVe siècle, marquée par la scission religieuse et le règne d'Henri VII, a été une source d'inspiration majeure pour George Martin lors de la création de l'intrigue de confrontation entre le pouvoir séculier et le pouvoir religieux dans le monde de Game of Thrones. Les événements de cette période montrent clairement à quel point la frontière entre politique et religion peut être fine et dangereuse, ainsi que les conséquences catastrophiques que peut engendrer la volonté d'utiliser le pouvoir religieux pour atteindre des objectifs séculiers. Henri VII, l'un des rois anglais les plus reconnaissables, a régné sur l'Angleterre au cours de la première moitié du XVe siècle. Son époque se caractérisait non seulement par d'importants changements en politique et en religion, mais aussi par des conflits personnels dramatiques qui ont eu un impact énorme sur l'histoire de toute l'Europe. Au départ, Henri VII était un catholique convaincu et jouissait d'une grande faveur auprès du pape romain. Cependant, tout a changé lorsque le pape a refusé de lui accorder un divorce avec sa première épouse, Catherine d'Aragon, qui n'avait pas réussi à lui donner un héritier mâle. Confronté à l'inflexibilité du Vatican, Henri a pris une décision radicale. Il a rompu ses liens avec l'Église catholique et s'est déclaré chef de la nouvelle Église d'Angleterre, l'Église anglicane. Cette décision lui a non seulement permis de se remarier, mais elle a également transféré entre les mains du roi un immense pouvoir religieux et financier. Les conséquences de cette rupture ont été colossales. À travers le pays, des répressions massives ont été menées contre les catholiques qui refusaient d'accepter les nouvelles règles. Henri VII a fermé des monastères, confisqué des biens ecclésiastiques et exécuté des évêques et des prêtres dissidents. Le pays est entré dans une époque de profonds conflits, où la lutte politique était étroitement mêlée à l'animosité religieuse. Les gens se sont retrouvés contraints de choisir entre la fidélité à leurs croyances religieuses traditionnelles et la soumission à la nouvelle religion d'État. Cette situation a provoqué une profonde division au sein de la société et a ouvert la voie à de nouveaux mouvements religieux, dont beaucoup ont rapidement échappé au contrôle de l'autorité royale. Des individus, inspirés par le fanatisme religieux, étaient prêts à faire n'importe quel sacrifice pour défendre leurs convictions. Ainsi, le projet initial d'Henri VII, renforcer son propre pouvoir par le contrôle de la religion, a eu l'effet inverse. Le pouvoir du roi est devenu vulnérable face à des leaders religieux et des mouvements fanatiques. C'est cette leçon historique que George Martin a transposée dans le monde de Game of Thrones à travers l'intrigue des moineaux et le conflit avec Cersei Lannister. Tout comme Henri VII, Cersei a décidé d'utiliser la religion comme un outil politique pour renforcer son pouvoir et éliminer ses concurrents. Elle a accordé aux moineaux, dirigés par un fanatique religieux surnommé Son Éminence, d'énormes pouvoirs, espérant ainsi se débarrasser de ses ennemis. Mais bientôt, Cersei, tout comme le roi anglais, a compris qu'elle avait sous-estimé la puissance et l'indépendance de l'autorité religieuse. Les moineaux sont devenus d'un simple outil, obéissant à la reine, une force politique autonome, capable de dicter ses conditions même à la famille royale. À l'instar des martyrs catholiques de l'époque d'Henri VII, les membres de la famille royale se sont retrouvés soumis à des humiliations, des interrogatoires et des châtiments publics
perdant complètement le contrôle de la situation. Son éminence est devenue l'incarnation même de ce leader religieux fanatique qui est apparu en Angleterre après la rupture avec Rome. Il était un homme convaincu, incorruptible et impitoyable dans ses actions, persuadé de sa rectitude morale et prêt à utiliser tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Son image est un exemple frappant de la manière dont le pouvoir religieux, échappant au contrôle du pouvoir séculier, peut rapidement se transformer en une force capable de détruire l'ensemble du système politique. C'est là le principal enseignement que George Martin a tiré de l'histoire de l'Angleterre à l'époque de la Réforme. Il montre comment les idées religieuses, en se mêlant aux ambitions politiques et aux faiblesses humaines, peuvent plonger la société dans le chaos, la violence et la division. Les deux histoires, celle de l'Angleterre du XVe siècle et celle du monde fictif de Westeros, illustrent le danger que représente la volonté des monarques de manipuler les croyances religieuses de leurs sujets. Un autre aspect important que Martin a transposé dans le monde de Westeros est la manière dont les idées religieuses peuvent facilement devenir une arme puissante pour unir les gens ordinaires contre une aristocratie riche et moralement corrompue. En Angleterre au XVe siècle, de tels mouvements émergeaient en réponse à la corruption et à l'immoralité de la cour. Il en va de même dans le monde de Game of Thrones. Les moineaux ont gagné en popularité précisément grâce à leur lutte contre la décadence de la noblesse, la corruption et l'injustice sociale. En utilisant cette parallèle historique, Martin souligne que la religion a toujours été et reste un outil d'influence extrêmement puissant, capable d'unir ou de détruire la société si elle tombe entre les mains de fanatiques ou devient un jouet entre les mains de politiciens cyniques. L'un des éléments les plus mystérieux et terrifiants dans le monde de Game of Thrones est le feu sauvage. George Martin, en le créant, s'est inspiré d'une arme historique réelle, le célèbre feu grégeois, qui était l'un des secrets les mieux gardés de l'Empire byzantin. Le feu grégeois est apparu au VIe siècle, à une époque où Byzance faisait face à une grave menace de la part des Arabes, qui tentaient de s'emparer de Constantinople. Selon les chroniques historiques, cette arme mystérieuse a été utilisée pour la première fois lors du siège arabe de la ville entre 674 et 678. Les Byzantins ont soudainement attaqué les navires arabes avec une substance qui ne s'éteignait pas à l'eau, adhérait aux surfaces et brûlait même plus intensément lorsqu'on tentait de l'éteindre. L'effet a été écrasant. La flotte ennemie a été détruite et l'armée arabe, terrifiée, a battu en retraite. Depuis lors, le feu grégeois est devenu l'une des armes les plus importantes des Byzantins, sauvant à plusieurs reprises Constantinople et tout l'empire des invasions ennemies. Mais le principal secret résidait dans la composition et la technologie de sa fabrication, qui restent encore un mystère aujourd'hui. Les historiens modernes pensent que le composant principal du feu grégeois était du pétrole ou des produits pétroliers, peut-être mélangés avec de la nitre, de la résine, du soufre, de la chaux ou d'autres substances inflammables et chimiquement actives. Les sources historiques mentionnent que des fours et des chaudières spéciaux étaient utilisés pour créer le feu grégeois, dans lesquels les substances étaient chauffées à haute température et soigneusement mélangées selon des recettes secrètes. Ensuite, le mélange obtenu était versé dans des récipients hermétiques, et au moment de la bataille, il était libéré à l'extérieur par des tuyaux en bronze spéciaux installés sur les navires. Sous la pression créée par des pompes ou des dispositifs pneumatiques, le mélange inflammable était projeté sur une distance considérable, s'enflammant instantanément
et recouvrant les navires ennemis de flammes. La composition et la méthode de production du feu grégeois étaient l'un des secrets les mieux gardés de l'Empire. Les connaissances étaient transmises exclusivement d'un maître à un élève dans un cercle restreint d'alchimistes et d'ingénieurs, et les tentatives d'individus extérieurs d'apprendre la formule étaient punies de mort. C'est grâce à une telle stricte confidentialité que la recette du feu grégeois a été perdue après la chute de Byzance et n'a jamais été complètement révélée jusqu'à nos jours. Les Byzantins utilisaient le feu grégeois principalement en mer. Cette arme était extrêmement efficace et avait un puissant impact psychologique sur les adversaires, qui n'avaient jamais été confrontés à un tel type d'attaque auparavant. Les soldats ennemis étaient terrifiés rien qu'à la vue de la substance enflammée, surtout lorsqu'elle touchait leurs navires, leurs vêtements ou même leur peau, continuant à brûler dans l'eau et provoquant panique et chaos. C'est cette combinaison de mystère, d'efficacité incroyable et d'effets terrifiants qui a inspiré George Martin à créer le feu sauvage dans le monde de Game of Thrones. Tout comme son prototype byzantin, le feu sauvage à Westeros était également une arme profondément secrète, fabriquée par des alchimistes sous le strict contrôle de l'autorité royale. Sa recette et ses technologies de production étaient regardées dans le plus grand secret, et les maîtres eux-mêmes étaient à la fois respectés et dangereux pour les dirigeants, car ils savaient trop de choses. À Westeros, le feu sauvage était créé par des alchimistes dans de profondes salles souterraines, loin des regards indiscrets. Les principaux ingrédients, selon les descriptions de George Martin, étaient des substances extrêmement volatiles et chimiquement actives, mélangées dans des récipients hermétiques. Les alchimistes travaillaient en portant des vêtements de protection spéciaux et des masques, craignant une ignition accidentelle. Le feu sauvage prêt était versé dans des récipients en verre, qui étaient conservés dans des caves sombres, attendant le moment de leur utilisation. Un exemple frappant de l'utilisation du feu sauvage est la célèbre bataille de la Nera, lorsque Tyrion Lannister l'a utilisé pour détruire la flotte de Stannis Baratheon. Tout comme avec le feu grégeois, l'utilisation de cette substance a eu un effet dévastateur et psychologique. Les navires s'enflammaient instantanément. Les gens, dans la panique, se jetaient à l'eau, mais même là, ils ne pouvaient trouver refuge. Cela est devenu l'un des épisodes les plus impressionnants et terrifiants de toute l'histoire de Westeros. De plus, à l'instar des Byzantins, qui comprenaient le danger de leur arme et régulaient soigneusement son utilisation, les habitants de Westeros ont rapidement réalisé que le feu sauvage pouvait échapper à tout contrôle et leur causer du tort. À l'origine, cette arme était conçue comme un moyen de défense et d'intimidation. Cependant, il est devenu clair qu'elle représentait un danger pour tous ceux qui l'utilisèrent. Les événements liés à la folie du roi Aerys II Targaryen, qui voulait utiliser le feu sauvage pour détruire toute la ville, n'ont fait que souligner ce danger, transformant le feu sauvage en symbole d'une force incontrôlable et destructrice. L'une des images les plus marquantes dans Game of Thrones est celle des guerriers d'élite impeccables, des esclaves renommés pour leur discipline irréprochable, leur bravoure et leur dévotion absolue à leur commandant. George Martin a avoué qu'en créant cette armée, et en particulier le personnage de Ser Jorah, il s'était inspiré de deux prototypes historiques réels, les Spartiates de la Grèce antique et les janissaires de l'Empire ottoman. Les Spartiates, guerriers de la cité-État grecque de Sparte, étaient connus pour leur mode de vie austère, leur éducation stricte
et leur courage indéfectible. Dès leur enfance, chaque garçon spartiate subissait un entraînement brutal et sévère, appelé agauge. À partir de 7 ans, les enfants étaient retirés de leur famille et placés dans des camps militaires où ils vivaient dans des casernes, soumis quotidiennement à des exercices physiques, à des épreuves rigoureuses, à la faim et au froid. L'éducation visait à créer le guerrier idéal, capable d'endurer toutes les épreuves et d'obéir aux ordres sans le moindre doute. Les Spartiates valorisaient la discipline par-dessus tout. Même la moindre manifestation de lâcheté ou de désobéissance était sévèrement punie, parfois par la mort. Cette éducation produisait une armée d'une discipline impeccable, d'une endurance au combat et d'une capacité à agir en coordination même dans les circonstances les plus difficiles. Leur bravoure et leur résilience sont devenues légendaires. Ce sont les Spartiates qui ont héroïquement résisté à l'énorme armée perse lors de la bataille des Thermopyles en 490 avant notre ère, où 300 Spartiates ont tenu tête à l'armée de Xerxès jusqu'à leur dernier souffle. L'autre prototype réel des guerriers impeccables étaient les janissaires, célèbres troupes d'élite de l'Empire ottoman. Les janissaires sont apparus au Xe siècle et sont rapidement devenus l'un des corps militaires les plus redoutables de leur époque. Ces troupes étaient formées selon un principe particulier. Les Ottomans sélectionnèrent des garçons chrétiens parmi les territoires conquis, principalement dans les Balkans et en Europe de l'Est, et les convertissaient de force à l'islam. Ces enfants étaient complètement arrachés à leur famille, recevaient un nouveau nom et commençaient une formation militaire rigoureuse qui incluait non seulement l'éducation physique, mais aussi une soumission totale et une dévotion au sultan. À l'instar des Spartiates, les janissaires suivaient un entraînement sévère visant à inculquer une discipline absolue et une loyauté inconditionnelle. Il leur était interdit de fonder une famille, de posséder des biens ou d'avoir d'autres attachements que leur dévotion envers le souverain et leur commandant. Leur vie était entièrement consacrée au service et à la guerre, ce qui les rendait extrêmement dangereux et efficaces en tant que soldats. Les victoires militaires des janissaires ont constitué un facteur crucial dans l'expansion de l'Empire ottoman. Les impeccables, créés par Georges Martin, allient parfaitement les caractéristiques de ces deux prototypes historiques. Tout comme les Spartiates, les impeccables commencent leur entraînement dès leur plus jeune âge, subissant des épreuves brutales et perdant leur individualité. Ils sont spécifiquement élevés pour oublier leurs anciens noms, leurs familles et leurs émotions, devenant ainsi, des machines de guerre parfaites, sans peur ni doute. La discipline des impeccables est sans égale. Ils exécutent sans hésitation tous les ordres, ne reculent pas et ne posent pas de questions. D'un autre côté, tout comme les janissaires, les impeccables étaient à l'origine des esclaves, privés de liberté et élevés exclusivement pour la guerre. Leur entraînement impliquait une suppression totale de la personnalité, tout en forgeant en même temps une loyauté incroyable envers leurs commandants et les uns envers les autres. À l'instar des janissaires, les impeccables n'avaient pas le droit à une vie personnelle ni à des désirs propres. Ils vivaient et mouraient pour l'ordre, se consacrant entièrement au service. Un exemple frappant de cette combinaison de traits est le personnage de Ser Jorah, le commandant des impeccables. Il incarne l'idéal du guerrier qui, grâce à une discipline absolue et à une dévotion sans faille, a surmonté non seulement des limites physiques, mais aussi psychologiques. Ser Jorah, initialement dépouillé de sa personnalité et de son propre nom, retrouve progressivement son humanité et sa dignité grâce à son service auprès de Daenerys Targaryen. Dans son personnage,
Les spectateurs perçoivent à la fois le tragique et la grandeur. Il incarne la cruauté du système qui l'a créé, mais montre également comment la loyauté et l'honneur peuvent restaurer la dignité humaine perdue. L'une des détails les plus sombres et effrayants du monde de George Martin est la grise maladie, une terrible affliction qui transforme la peau des malades en une croûte semblable à de la pierre et les conduit progressivement à la folie. En la créant, Martin s'est inspiré des épidémies réelles du passé, notamment de la peste noire et de la lèpre médiévale. Ces analogies historiques ont permis à l'auteur de montrer comment une maladie grave affecte non seulement des individus, mais aussi la société dans son ensemble. La peste noire, ou épidémie de peste qui a frappé l'Europe au milieu du XIVe siècle, est devenue l'une des épidémies les plus catastrophiques de l'histoire de l'humanité. La maladie se propageait de manière incroyablement rapide et implacable, détruisant, selon différentes estimations, entre un tiers et la moitié de la population européenne. Les symptômes de la peste étaient horribles. Les malades souffraient d'une forte fièvre, leur corps était couvert d'ulcères et de tumeurs, et la mort survenait en quelques jours, parfois même en quelques heures. Les gens, vivant dans une totale impuissance face à la maladie, ressentaient une terreur et un désespoir profonds. Outre l'horreur physique, la peste avait un fort impact social. Les malades et même ceux soupçonnés d'être atteints étaient immédiatement isolés, évités et persécutés. Les gens, pris de panique, refusaient d'aider les malades et abandonnaient souvent leurs proches mourants dans une tentative de se sauver eux-mêmes. Cette peur de la maladie engendrait des hystéries de masse et des conflits sociaux. Une attitude similaire de la société était également observée à l'égard des personnes atteintes de lèpre au Moyen Âge. La lèpre n'était pas aussi mortelle que la peste, mais elle était considérée comme une maladie impure et pécheresse, ce qui conduisait à éviter les malades de toutes les manières possibles, à les expulser des villes et des villages, les contraignant à vivre dans des léproseries spécialement créées. Les lépreux portaient des clochettes ou des vêtements et des signes spéciaux pour avertir de leur approche et étaient soumis à un cruel ostracisme social. Ils perdèrent leurs droits, leur dignité et étaient complètement isolés de la société, étant considérés comme des morts vivants. C'est précisément ces épidémies historiques qui ont servi de fondement à l'image de la grise maladie dans le monde de Game of Thrones. Tout comme la peste, la grise maladie est extrêmement contagieuse et effraie les gens par sa propagation rapide. Les malades sont contraints de se cacher ou de s'isoler, car la société les craint, les considérant comme maudits et condamnés. Ils sont évités, fuis, et dans certaines régions de Westeros et d'Essos, ils sont même tués pour prévenir la propagation de la maladie. Un exemple frappant de cette attitude est le sort des hommes de pierre en Essos, infectés par la grise maladie. Ils sont expulsés dans les ruines abandonnées de l'ancienne Valyria, où ils vivent comme des parias, perdant progressivement leur raison et leur humanité. Cette image fait directement écho aux léproseries historiques, où étaient envoyés les lépreux médiévaux, les condamnant à la solitude et à une mort lente. On observe également une attitude similaire de la société envers les malades de la grise maladie, empreinte de peur, superstitieuse et de panique. Tout comme dans le cas de la peste, les gens de Westeros craignent même la mention de la maladie, l'apercevant comme un signe de mauvais augure ou une malédiction. Cette peur engendre la cruauté et l'indifférence, et les malades sont souvent confrontés à un sort tragique. L'image de Jon Snow est l'un des personnages les plus marquants et profonds dans le monde,
de Game of Thrones, incarnant le tragisme et la complexité de la vie d'un bâtard dans la société médiévale de Westeros. George Martin a créé ce personnage en s'appuyant sur de réelles figures historiques de bâtards, tels que Guillaume le Conquérant et Henry Fitzroy, dont le destin et la position reflètent en grande partie les problèmes rencontrés par Jon Snow. La question de l'origine, de la légitimité et du droit au pouvoir. Guillaume le Conquérant, également connu sous le nom de Guillaume le Bâtard, est né en 1027 en Normandie et était le fils illégitime du duc Robert et d'une simple fille nommée Herleva. Dès sa naissance, il a été confronté aux préjugés, à l'humiliation et aux moqueries constantes en raison de son origine. Malgré son statut de bâtard, Guillaume a hérité du titre de duc de Normandie. Cependant, il a dû défendre son droit avec les armes à la main, repoussant des attaques et réprimant des révoltes. En 1066, Guillaume a réalisé la légendaire conquête de l'Angleterre, remportant la victoire à la bataille de Hastings et devenant roi d'Angleterre. Ainsi, le bâtard de Normandie est devenu l'un des plus grands souverains de l'Europe médiévale. L'histoire de Guillaume illustre de manière frappante comment une origine, initialement considérée comme une faiblesse et une source d'humiliation, peut être surmontée par des qualités personnelles et des victoires militaires. Un autre exemple historique célèbre est Henry Fitzroy, fils illégitime du roi anglais Henri VII, né en 1519 d'une maîtresse du roi. Le jeune Fitzroy a reçu un nom de famille qui signifie littéralement « fils du roi » et a été officiellement reconnu par son père. Henri VII, désespérément en quête d'un héritier mâle, envisageait sérieusement de faire de son fils illégitime son successeur officiel. Henry Fitzroy a reçu des titres, des terres et le respect à la cour. Cependant, son statut d'enfant illégitime jetait constamment une ombre sur sa légitimité. Malgré sa richesse et ses privilèges, il est toujours resté un bâtard et n'a pas pu être pleinement accepté par la noblesse et l'Église en tant qu'héritier légitime. Ces deux destins historiques présentent des parallèles directs avec la vie et les conflits intérieurs de Jon Snow. À Westeros, les bâtards subissent des humiliations constantes, sont privés de nombreux droits et ne peuvent prétendre à l'héritage ou au titre de leur père. Jon Snow a grandi avec un sentiment constant d'exclusion, étant considéré comme un égal parmi les Stark. Bien qu'il ait été élevé par Eddard Stark et qu'il ait bénéficié de son respect et de ses soins, la société ne cessait de lui rappeler son infériorité. Tout comme Guillaume le Conquérant, Jon devait se battre pour prouver sa valeur et son droit à occuper une place honorable dans le monde. Le service dans la garde de nuit est devenu pour lui un moyen d'affirmation personnelle, une occasion de démontrer ses qualités de leader, sa bravoure et son honneur, malgré les moqueries et les préjugés constants. Ses mérites personnels, à l'instar de ceux de Guillaume, lui ont permis de surmonter le stigmate de son origine et de devenir un commandant influent, respecté et reconnu. L'histoire d'Henry Fitzroy se reflète également dans le personnage de Jon Snow, en particulier en ce qui concerne son origine cachée et son droit au trône. Tout comme Fitzroy, Jon se retrouve au cœur d'intrigues politiques liées aux questions d'héritage et de légitimité en découvrant la vérité sur ses origines, à savoir qu'il n'est pas un bâtard, mais l'héritier légitime des Targaryens. Jon est confronté à un immense conflit intérieur et à la pression de la société, devenant l'objet de débats et de désaccords concernant la légitimité de ses prétentions au pouvoir.
À travers ces parallèles historiques, George Martin soulève des questions complexes. L'origine détermine-t-elle le destin d'un individu? Dans quelle mesure les qualités personnelles et les mérites comptent-ils face au jugement public? Et un homme peut-il surmonter le stigmate de sa naissance illégitime et atteindre la grandeur? Ainsi, en créant un monde captivant et profond dans Game of Thrones, George Martin a habilement utilisé des événements historiques réels, des personnalités et des légendes, les transformant en fondations pour des intrigues saisissantes et des personnages convaincants. Des guerres et des épidémies, aux conflits complexes de pouvoir et de religion, presque chaque détail de son univers fictif trouve un parallèle dans notre histoire réelle. Ces analogies historiques permettant aux spectateurs et aux lecteurs non seulement de mieux comprendre les événements de Westeros et d'Essos, mais aussi de réfléchir aux problèmes éternels de la nature humaine, à la lutte pour le pouvoir, au conflit entre le devoir et les sentiments, ainsi qu'au prix de la liberté et à la responsabilité envers la société. À travers les personnages de Jon Snow, Daenerys, Tyrion et de nombreux autres héros, l'auteur nous rappelle que même les intrigues les plus fantastiques ont des racines réelles et reflètent des vérités profondes sur la vie, le leadership et l'humanité. En utilisant un riche héritage historique, George Martin a créé un monde qui à la fois émerveille l'imagination et incite à réfléchir sur les destins et les motivations des personnes qui changent le cours de l'histoire. C'est précisément cela qui rend son œuvre si captivante, significative et toujours pertinente, prouvant que l'histoire, même dissimulée derrière un décor fantastique, reste toujours un miroir essentiel pour réfléchir sur le présent et l'avenir.